Les mouvements citoyens main dans la main en RDC, une dizaine d'organisations dont la Lucha co-signent une déclaration commune, cesser de soutenir Joseph Kabila. Le message est clair et destiné aux grandes institutions. À la communauté internationale soufflant le chaud et le froid, et à l'Union africaine en particulier, nous lançons notre cri de mécontentement à cause de la protection ignominieuse et meurtrière que certains pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies et certaines organisations africaines comme la SADC qui continuent à offrir au régime sanguinaire de Joseph Kabila. Se contentant de compter le nombre de morts de plusieurs de nos compatriotes, dont notre champion Russie. À ces pays qui, pour certains intérêts occultes et pleins d'infamie, continuent à prolonger le chemin de la croix du peuple congolais. En protégeant son prédateur, nous recommandons de se ressaisir en prenant exemple de la République du Botswana. Car la crise qu'ils sont en train de créer dans notre pays coûtera cher à l'humanité tout entière si elle n'est pas stoppée maintenant. Et ces mouvements citoyens appellent à une nouvelle journée ville morte ce vendredi en hommage aux victimes de la démocratie. En Centrafrique, les tensions interreligieuses restent vives. Alabira en est le témoin tous les jours. Ce jeune étudiant en économie a fui le pays fin 2013 aux prémices de la crise. De retour depuis pour reprendre les cours, le chemin des études est pour lui semé d'embûches. Julien Manzer et Pacom Pabandji nous racontent. Comme tous les matins, Alabira se rend en cours. Un geste anodin qu'il accomplit pourtant la peur au ventre. Musulman du quartier de PK5, pour se rendre à l'université, il doit traverser des quartiers chrétiens, hostiles à sa communauté. Alors il sait que sur le chemin, une étincelle dans Bangui, un regain soudain de tension, et pour lui, tout peut basculer. Du fait que ces derniers temps, il n'y a pas eu des affrontements, donc ça fait qu'on est tranquille, on peut aller à l'université et revenir à n'importe quelle heure. Alabira accepte ce risque pour finir ses études, mais à PK5, les habitants s'inquiètent. Les autorités, témoins de la situation, avouent à demi-mot leur impuissance. Ils partent, parfois en se déguisant. Ça veut dire qu'ils ne sont pas encore totalement libres. Et c'est ce que nous dénonçons. Si les chrétiens peuvent venir, si des gens peuvent venir par exemple au marché Sambo, acheter des sacs d'oignons, il n'y a pas de raison que des musulmans ne peuvent pas quitter ici, aller par exemple à Wango et acheter du poisson. Une fois à l'université, c'est une nouvelle épreuve à affronter. Sur les milliers d'étudiants que compte le campus, ils ne sont qu'une cinquantaine de musulmans. Et même sur les bancs d'études, les amalgames avec les rebelles Séléka sont courants, des propos blessants qui attisent les tensions. Parce qu'un jour, je suis en train de filmer les collègues, même les délégués étaient là, les collègues m'ont dit que non, c'est un musulman, il va prendre votre photo pour amener au kilomètre 5. Et du coup, je me suis énervé, j'ai dit, mais qu'est-ce que votre photo va chercher au niveau du kilomètre 5 là? Il ne faut pas tenir de tels propos. La fin des cours venus, Alabira doit à nouveau traverser Bangui. Entre habitants, groupes armés et MINUSCA, le calme reste encore très précaire dans la capitale. Une marche blanche en Guinée. L'opposition a appelé à une journée de recueillement en mémoire des jeunes tués par les forces de l'ordre. Dans le calme, les participants ont convergé vers une morgue de Conakry, lieu où reposait le corps de Boubacar Sidi, 31 ans, tué par balle il y a une semaine. Le mort de trop, selon l'opposant Cellou Dalein Diallo. Depuis l'avènement d'Alpha Condé au pouvoir, l'État n'a jamais diligenté une enquête. Ces 90 citoyens guinéens n'ont pas eu droit à la justice, ni à la compassion du gouvernement. Ils sont morts, leur famille est abandonnée. Et naturellement, les Guinéens viennent exprimer leur solidarité, leur indignation et leur solidarité avec ces victimes-là. Et nous sommes là pour ça aussi, pour montrer que nous sommes désormais déterminés à mettre un terme à ces assassinats ciblés contre les citoyens guinéens. Des propos recueillis par Atsouma Diarra. C'est ce qu'on appelle un rétro-pédalage. Samedi sur TV5 Monde, le ministre des Affaires étrangères malgache, Henri Rabarine Jaka, annonçait la date du scrutin présidentiel. Il a pris tout le monde de court sur la Grande Île avant de faire machine arrière. La correspondance à Madagascar de Gaël Borgia.
On peut désormais parler d'une gaffe du ministre des Affaires étrangères malgache, puisqu'en annonçant les dates des scrutins de la présidentielle, il a brûlé toutes les étapes du processus électoral. La Commission électorale nationale indépendante a vivement réagi. Son vice-président m'a expliqué avoir été surpris d'une telle erreur venant d'un éminent avocat. Il n'est ni Premier ministre, ni ministre de l'Intérieur, ni porte-parole du gouvernement et n'a donc rien à voir avec les élections, a-t-il encore ajouté. Les dates du 24 novembre et du 24 décembre annoncées ne sont d'ailleurs pas envisageables. L'une tombe un samedi, jour non ouvrable, et l'autre tombe la veille de Noël, jour où la plupart des Malgaches iront à l'église, m'a encore expliqué le vice-président de la commission électorale. Nous aurons donc les dates définitives de la présidentielle après le vote de la loi sur le régime général des élections par l'Assemblée nationale. Et une fois cette loi électorale votée, eh bien, un décret de convocation des électeurs sera pris en Conseil de gouvernement. Cela devrait prendre au moins 2 semaines. Patrice Talon en visite officielle à Paris. Le président béninois a rencontré son homologue Emmanuel Macron. À l'ordre du jour, la promesse du président français de restituer des œuvres d'art africains. Il a annoncé une mission pour le retour de ce patrimoine sur le continent. Cotonou se bat pour faire revenir plus de 5000 biens culturels. C'est la pire épidémie de listériose jamais enregistrée dans le monde et cette maladie bactérienne sévit en Afrique du Sud. Après des mois d'enquête, les autorités sud-africaines ont identifié la source de la contamination, une entreprise de transformation de viande. Les explications de Marie Valery. On se bouscule depuis ce matin devant ce magasin de Johannesburg. En colère, inquiets, ces clients sont venus rendre leurs produits, possiblement contaminés par la listériose. Je suis venu pour rapporter toutes mes courses. J'ai entendu aux nouvelles que Sylvanda était dangereux. Et je suis très inquiet. Je ne suis pas venu pour obtenir un remboursement, mais parce que je m'inquiète pour ma santé et celle de mes enfants. Après des mois d'épidémie, le foyer de contamination a été enfin identifié. Une usine alimentaire dans le nord-est du pays. Tous les produits sortant de l'usine ont été rappelés et les magasins de l'enseigne provisoirement fermés. La listeria a été isolée à plus de 80% dans des échantillons que nous avons collectés sur site. Il s'agit d'une usine de la compagnie Enterprise située à Polokwane. La responsable, c'est elle, Listeria monocytogenes, une bactérie présente dans le sol, l'eau, la végétation et certaines selles animales. Transmise à l'homme par des aliments contaminés, comme la viande ou les produits laitiers, la listériose peut tuer. Et depuis plus d'1 an, elle fait des ravages en Afrique du Sud. C'est certainement la plus grande épidémie que nous ayons jamais connue dans le pays. Et c'est la contagion la plus importante jamais enregistrée à l'échelle mondiale. J'appelle les gens à regarder dans leur réfrigérateur, à identifier ces produits, les sortir, les isoler dans un sac en plastique et les retourner et à ne surtout pas les manger. Depuis janvier 2017, 950 cas ont été déclarés. L'épidémie a fait plus de 180 morts dans le pays, principalement des enfants. On en parle cette semaine. Pourquoi autant de crimes rituels sur le continent? Le meurtre la semaine dernière d'un enfant de 4 ans en Côte d'Ivoire ravive le débat. Bouba a été retrouvé la gorge tranchée et vidée de son sang. Un crime conseillé par un marabout pour que l'assassin puisse faire fortune. De nombreux pays africains sont touchés par les crimes rituels. On attend vos réactions sur notre page Facebook. C'est l'heure du mag à présent avec votre rendez-vous Diaspora. Retour sur le parcours de Sarah Diakité Kaba. Une femme dans un monde d'hommes. Notre invitée Diaspora a été élue femme de l'année dans le secteur automobile. Animée par ses passions, Sarah Diakité Kaba s'est toujours distinguée là où on ne l'attendait pas. Toujours avec ce souci d'innover. Aujourd'hui, elle réinvente la technologie dans les voitures au sein du groupe français PSA Peugeot. Mais vous allez voir, son parcours nous réserve encore quelques surprises. Bonsoir Sarah Diakité Kaba. Bonsoir. Alors, on a l'habitude de revenir dans ce rendez-vous Diaspora sur ce qui a fait un peu le sel de votre enfance. Votre père est d'origine guinéenne, votre mère vient de la Guyane française, vous êtes né à Paris. Comment on se construit avec ces identités multiples? Alors, c'est une excellente question. C'est pas simple, hein, donc merci de me l'avoir posée. Effectivement, quand on a un père originaire de Guinée, de religion musulmane, et une mère plutôt d'Amérique latine, de religion catholique, déjà, a priori, on part avec un background culturel un peu plus
un peu plus riche, on va dire, que peut-être d'autres parcours. Et puis ensuite, en grandissant en France et notamment en faisant mes études à Paris, j'ai pu me confronter à tout un tas de problématiques culturelles qui sont un peu spécifiques aussi à la situation de Paris, qui est un endroit vraiment très cosmopolite, où justement on fait de très belles rencontres et on s'ouvre à beaucoup d'opportunités. Ça a été mon cas en tout cas pour ce qui m'a conduit à faire du design industriel par la suite. Est-ce que vous aviez un rêve d'enfant ? Oui, je pense que je l'ai toujours, parce qu'il n'est pas complètement réalisé. Je voulais faire de la musique. Donc j'ai eu l'occasion de découvrir la musique petite en faisant le conservatoire dans un premier temps et puis ensuite en développant une activité de designer sonore pour des compositions, pour des défilés de mode, des spectacles de danse contemporaine, des choses comme ça. Mais c'était pas évident d'en vivre parce que c'est une activité assez saisonnière. Les défilés c'est printemps, été, automne, hiver et puis entre les deux des fois c'est pas évident. Et ce rêve je l'ai toujours et donc c'est plutôt un loisir que je pratique un peu à côté on va dire, mais c'est plus forcément c'est pas forcément la pratique professionnelle que je vise aujourd'hui. Alors on va revenir sur votre enfance. Qu'est-ce qu'il vous racontait, votre père, de son pays, la Guinée ? Beaucoup de choses. Alors mon père était très impliqué dans la politique, tout comme ma famille côté paternel. Donc on parlait beaucoup de politique à la maison, beaucoup d'art primitif également, parce qu'il avait une petite passion, il était collectionneur d'art primitif. Et donc la Guinée, pour moi, c'est ça, c'est-à-dire c'est à la fois des problématiques politiques assez complexes, beaucoup de luttes de pouvoir, puis c'est aussi une dimension culturelle très très riche, avec la musique qui prenait beaucoup de place dans notre vie de tous les jours, et puis aussi une forte exigence vis-à-vis de ce que des personnes comme moi, comme mes frères, comme mes sœurs, qui avons fait nos études plutôt en métropole, pourraient avoir à proposer ensuite au territoire africain. Et justement, à quel âge vous êtes rendu pour la première fois en Guinée ? J'avais 15 ans, donc j'étais assez jeune. J'avais été agréablement surprise par le paysage, que je trouvais juste merveilleux. J'avais été également surprise par le fait que voilà, je parlais pas forcément la langue, je parle pas toujours d'ailleurs la langue de mon pays, le malinké, et que du coup il y avait une vraie problématique, une vraie barrière de la langue qui faisait que j'étais pas perçue comme guinéenne par mes compatriotes, et du coup j'étais toujours un petit peu déroutée à l'idée que je puisse être considérée comme française avant d'être considérée aussi par mes origines guinéennes. Donc cette première rencontre, elle était vraiment faite à la fois ce côté très merveilleux lié à la nature et à ma famille qui est très nombreuse et aujourd'hui très riche c'est un culturellement, regret et voilà. de ne pas parler malinké, c'est un regret pour vous aujourd'hui ? Oui, c'est un regret bien sûr, c'est toujours un regret de ne pas parler la langue paternelle. Alors je parle plutôt la langue maternelle, mais c'est vraiment un regret de ne pas parler la langue paternelle. Donc on va revenir sur votre parcours à présent. Alors élève au conservatoire, c'est d'abord la musique qui vous passionne. Finalement, vous ferez des études de design. La créativité, c'est un peu le fil rouge de votre parcours, non ? Oui, tout à fait. Alors c'est vrai qu'on peut s'exprimer de plein de manières différentes en créativité. En tout cas, on peut exprimer sa créativité de manière différente. La musique, ça a été une partie de cette expression. Je suis assez bricoleuse, on va dire, donc j'aime bien aussi tout ce qui est un peu scientifique, tout ce qui est lié au prototypage, aux choses qu'on fabrique soi-même, etc. Et puis le design, finalement, c'était une manière pour moi de faire la synthèse entre des activités plus artistiques que je pratiquais d'un côté, et puis une petite passion comme ça pour les choses un peu plus de l'ordre de science de l'ingénieur. Voilà. Le design, c'est vraiment un métier qui fait la synthèse entre la technique et aussi l'esthétique, une forme d'esthétique du monde. Et justement, alors après plusieurs années dans le monde du design, vous êtes recruté en 2011 chez PSA, le deuxième grand constructeur automobile européen. C'est quoi votre mission aujourd'hui ? Alors, effectivement, quand j'ai été recrutée par PSA en 2011, c'était pour monter un laboratoire de recherche sur l'innovation par les usages. Comment, en prenant en compte les problématiques des utilisateurs, les besoins de chaque type de conducteur, on pouvait aller proposer des innovations très différentes que simplement des innovations technologiques. Donc je suis rentrée pour faire cela. Ça m'a amené ensuite à développer cette activité d'innovation par les usages dans plein d'autres champs d'application de l'entreprise, pas que l'automobile au sens véhicule. Et puis par la suite, donc il y a 2 ans, j'ai été nommée directrice opérationnelle des interactions machines. Alors on va expliquer ce que c'est après. Pour les cockpits, donc les bosses de conduite et les systèmes infotainment, l'ordinateur de bord, tout ce qui permet d'interagir avec la voiture. Et donc mon métier aujourd'hui, c'est d'animer des équipes, ils sont plusieurs centaines dans le monde, pour justement arriver à concevoir ce dialogue intelligent entre un homme, un objet roulant, en l'occurrence un véhicule, à travers un système qui est l'ordinateur de bord. Donc en gros, on fait des volants, on fait des boîtes de vitesse, on fait des écrans, tous les boutons, tout ce qui permet vraiment de commander, de piloter
La voiture, ce sont mes équipes qui le font. Alors comme vous l'expliquez, vous êtes aux commandes d'une équipe internationale de plus de 300 personnes. Est-ce que vous avez senti parfois un malaise, une gêne parce que vous étiez une femme? Parce que non, dans le secteur jamais. automobile, il y a très peu de femmes. Alors c'est vrai qu'il y a peut-être moins de femmes que dans d'autres secteurs, je le dirais comme ça, je pondérais un peu, parce que c'est pas forcément lié au secteur automobile. Hein. La faible représentativité des femmes est aussi liée aux faibles représentativité des femmes dans les écoles d'ingénieurs, par exemple, où il n'y a que 20%, à peu près 20% de gens féminines formées dans les écoles techniques. Donc forcément, après, dans les entreprises, on n'en retrouve pas beaucoup plus que 20%. Donc c'est pas une gêne en soi. Ce qui est dommage pour un groupe comme le groupe PSA, en tout cas, ou pour tout groupe industriel, c'est de pas, de se priver quelque part de toute une partie de ses talents, parce que le talent n'a pas de genre, donc a priori, voilà, les compétences techniques non plus n'ont pas de genre, donc il n'y a pas de raison qu'il y ait un genre qui soit surreprésenté plutôt qu'un autre dans une entreprise. Donc c'est plutôt ça que je voudrais dire, c'est que il n'y a pas de barrière à l'entrée, c'est un monde accessible, le monde de la technique, le monde du design, de l'ingénierie, de l'industrie automobile qui plus est. Mais c'est vrai qu'il faudrait encore que les femmes aient plus envie, on va dire, de se tourner vers ce type de parcours. Alors vous avez été élue femme de l'année 2017 dans le secteur automobile par l'association Waze. Ça représente quoi pour vous? Alors ça représente une grande fierté pour mes équipes, parce que je le prends vraiment au titre de l'équipe. Encore une fois, faire une voiture et qui plus est un cockpit à l'intérieur de la voiture, c'est pas un travail d'une seule personne, loin de là. Donc j'incarne quelque part le travail de l'équipe et à travers ça, je reçois le prix pour eux, dont je suis vraiment très très fière de la qualité de leur travail. Ce sont des personnes de plein de parcours différents, eux aussi, même s'ils ne sont pas là sur le plateau avec moi aujourd'hui. Mais voilà, vous avez des ingénieurs, des ergonomes, des développeurs, des designers, des prototypistes, voilà, plein de profils très divers et variés qui font ensemble des choses assez extraordinaires comme des interactions machines. Et finalement, cette force, cette énergie, vous la mettez aussi à contribution dans d'autres projets. Notamment, vous travaillez en ce moment à la création d'un réseau social panafricain avec d'autres start-upers. C'est quoi l'idée ? Alors, j'ai été contactée par une artiste du nom de Bams, qui est son nom d'artiste, qui est une chanteuse, qui a décidé, après avoir mûri sa réflexion, de se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat, et qui m'a contactée via LinkedIn, un réseau social professionnel, et qui m'a demandé, comme elle a demandé à beaucoup d'autres personnes, de l'accompagner dans cette cofondation d'un nouveau réseau social conçu par des personnes d'origine africaine, comme moi, pour l'Afrique. Pour l'Afrique au sens large, c'est-à-dire l'Afrique au sens worldwide qu'on peut trouver, qui peut s'incarner de plein de manières différentes, et dont le but du coup serait vraiment de mettre en réseau toutes ces communautés panafricaines, de diaspora également, dans le monde entier, pour échanger tout ce qu'on a besoin d'échanger, pour parler de nous, pour valoriser nos racines de manière très bienveillante. Et voilà, où que ces futurs utilisateurs soient dans le monde, ils auront la possibilité via cette plateforme, ce réseau social, d'échanger culturellement, économiquement, tout un tas de choses qu'ils ont en commun, qui font qu'ils sont africains, finalement. On suivra tout ça de près. Merci beaucoup Sarah Ndiakité Kaba d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir.